Bonsoir Fabrice. Bonsoir Stéphane. Ça va comme vient de le dire Edoui, hier, Jérôme Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. En première instance, il était condamné à 3 ans de prison ferme. 3 ans en première instance, 4 ans en deuxième. Pourquoi, malgré tout, on parle d'allègement de la condamnation ? En fait, à l'issue du premier procès en première instance qui a eu lieu en 2016, avec une peine de 3 ans de prison ferme, Jérôme Cahuzac était certain de passer au moins quelques mois à l'ombre d'un centre de détention. La peine est vue de loin en appel aggravé, puisqu'il y a 4 ans de prison, mais en réalité, avec seulement, entre guillemets, seulement 2 ans de prison ferme, on est dans un cas juridique où, en dessous de ce seuil, la peine est aménageable. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'aller en prison. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière certaine, c'est que Jérôme Cahuzac, contrairement à ce qu'a été la sentence de première instance et ce qu'avait demandé l'avocat général pendant ses réquisitions à la cour d'appel, l'avocat général, c'est celui qui représente ce qu'on appelle le ministère public, c'est-à-dire l'accusation, il n'est plus sûr d'aller en prison, voire il est très probable qu'il n'y aille pas. Procéduralement, il va être présenté à ce qu'on appelle un juge d'application des peines et qui va voir s'il y a un aménagement de la peine. Jérôme Cahuzac étant primo-délinquant, ayant reconnu les faits, il est condamné par ailleurs à s'acquitter d'une amende de 300 000 € qu'il va très vraisemblablement payer puisqu'il ne se pourvoit pas en cassation du jugement, donc ça veut dire qu'il accepte cette peine d'amende de 300 000 €. Il pourrait avoir un bracelet électronique, par exemple, comme sa femme, qui a été condamnée, elle aussi, pour 2 ans de prison ferme. Et donc ça pose une question qui nous anime à Mediapart, c'est l'équité de la sentence judiciaire dans ce qu'on appelle la lutte contre la délinquance en col blanc. Alors c'est ça, ce matin, dans Mediapart, tu as publié une analyse en t'élevant un peu contre le tabou français de la prison pour cette délinquance en col blanc. Est-ce à dire que tu attendais plus de répression Non, enfin, c'est un débat qui est compliqué, c'est un débat qui est miné, qui est même piégé, parce qu'on est un peu tiraillé entre ceux qui seraient les tenants du tour carcéral et de la répression à tout crin, et puis de l'autre côté, du laxisme absolu et de l'aveuglement face au délit. Donc, c'est pas du tout la position que j'ai voulu défendre dans Mediapart, ni celle que le journal défend. C'est simplement de constater factuellement qu'en France, il y a un tabou national dans cette lutte contre la délinquance en col blanc vis-à-vis de l'incarcération. Et la meilleure façon d'observer ce tabou, c'est de se décentrer, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, j'ai pris 4 exemples, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Israël, pour des affaires d'atteinte à la probité. On va en prison. Et ces justices-là ne sont pas considérées comme des justices robespierristes ou d'une répression complètement spectaculaire et démesurée, parfois pour des faits qui sont bien moins importants, par exemple en termes de volume financier, que ceux de l'affaire Cahuzac. En France, on est bloqué. En France, on est figé. On n'arrive pas à mettre en prison des gens qui commettent ce type de délit. Alors on entend beaucoup de choses, on entend mais ils n'ont pas violé, ils n'ont pas tué, c'est pas le même désordre social. À cela, nous répondons, il y a quelque chose de faux, bien sûr. C'est moins grave de frauder le fisc que de tuer ou de violer quelqu'un. Mais il y a un désordre social considérable. Concrètement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, dans l'article, un fraudeur fiscal, c'est quelqu'un qui rentre dans un hôpital et qui détruit des lits. C'est quelqu'un qui rentre dans un commissariat et qui détruit des gilets pare-balles. C'est quelqu'un qui rentre dans une salle de classe et qui déchire des livres. C'est cette partie publique de notre argent privé qu'on soustrait à la solidarité nationale. Et que dire quand celui qui fait ça est l'homme qui, au sein d'un gouvernement, est censé lutter contre la fraude fiscale, ce qui était le cas de Jérôme Cahuzac. Et ça fait maintenant bientôt plus de 20 ans qu'en France, on n'a pas vu un col blanc, entre guillemets, un haut responsable, notamment politique, aller en prison pour ce type de délit. Et comment ne pas être sensible à l'argument de la justice à 2 vitesses, de l'inéquité devant la chose judiciaire. Alors, il y a ceux qui disent il ne faut pas de répression, il ne faut pas de prison. Pourquoi pas ? Je veux dire, toutes les idées sont sur la table, sauf qu'il y a des prisons en France. Et elles sont surpeuplées, elles sont indignes, c'est une décision éminemment grave pour un magistrat d'envoyer en prison, mais on se rend compte que c'est souvent les mêmes qui n'y vont pas. Et les derniers y être allés, c'est Alain Carignon, le maire de Grenoble,
c'est Boucheron, l'ancien secrétaire d'État, c'est Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice. C'est, comme tu l'as dit, les années 90. Donc là, je trouve qu'il y a une question qui mérite d'être posée sur cette crispation française qui est pourtant réglée dans d'autres pays qui ne sont pas considérés, à ma connaissance, comme des pays totalitaires. En Angleterre, les députés dans le scandale des notes de frais, pour des notes de frais falsifiées, ont fait de la prison ferme. Par exemple, il y a le député Denis McShane, qui en a même fait un livre, qui, pour avoir truandé, d'avoir truqué sur des notes de frais, a fait 6 mois de prison ferme. Et il est allé en prison, il en a fait un livre, pas pour dire c'est scandaleux de mettre en prison un col blanc, un notable, entre guillemets, comme moi, mais pour dire c'est normal, j'ai trahi la confiance du peuple, j'ai trahi la charge publique qui était la mienne, voilà. Ehud Olmert, en Israël, a été condamné en 2015 à 18 mois de prison ferme pour avoir reçu 14 000 € de pots de vin sur un projet immobilier. Je rappelle que la fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, c'était à la fois 600 000 € planqués en Suisse puis à Singapour, des émoluments qui venaient à la fois de son activité de chirurgien capillaire, mais aussi de ses liens avec les laboratoires pharmaceutiques, plus 240 000 € qu'il a fait supporter sur le compte bancaire de sa mère pour ne pas payer d'impôts. Donc on est quasiment à 900 000 €. Et ce n'est pas une vieille affaire, puisqu'on a découvert qu'en 2010, il se faisait encore livrer en plein Paris, dans les rues de Paris, des enveloppes de cash qui provenaient de ses comptes cachés, pendant qu'il était lui-même président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc c'est une histoire vieille, ça n'est pas qu'une histoire vieille, c'est une histoire récente, une histoire grave. Et ce qu'il souhaitait le plus de ne pas être incarcéré, il l'a obtenu en appel, alors qu'en première instance, les magistrats avaient bien pris soin de le condamner à 3 ans de prison ferme pour être certain qu'il y ait ce symbole lourd. Moi, j'ai aucun... Voilà, on peut être heureux pour Jérôme Cahuzac, pour l'individu Jérôme Cahuzac, on n'a jamais rien eu contre lui personnellement. Mais ça peut être aussi un signal envoyé au-delà qui questionne nos institutions et notre démocratie. D'accord Fabrice, merci. On va juste, pour finir, comme Cahuzac, ça a été l'affaire emblématique un petit peu pour Mediapart sous la présidence Hollande, on ne compte plus les affaires emblématiques sous la présidence Sarkozy. Rassure-nous, on continue quand même sous Macron. Oui, non, mais nous, on n'a pas on est un contre-pouvoir, quel que soit le pouvoir, et comme l'ont montré à la fois les enquêtes de Martine Orange ou de Antoine Rouget à Mediapart, à la fois sur les comptes de campagne ou sur l'incroyable conflit d'intérêts à minima de celui qui est aujourd'hui le numéro 2 de l'Élysée, Alexis Collère, évidemment, on lâche rien sur l'information d'intérêt public qui permet de un peu mieux comprendre notre société, notre monde politique tel qu'il est. Ça va continuer sur ces 2 dossiers. Absolument. On vous invite à vous abonner à Mediapart pour lire les prochains développements. Merci Fabrice et Merci, notre soirée continue.